Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de deux choses très importantes de l'histoire japonaise. La première, la seconde guerre sino-japonaise, et la deuxième, la guerre du Pacifique. Ces deux événements très proches l'un de l'autre ont profondément marqué l'histoire du pays. On voit tout ça ensemble aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Les origines du chaos. 1910-1937. Le Japon du début du XXe siècle, c'est vraiment un pays en pleine métamorphose. Il a vaincu la Chine en 1895, la Russie en 1905 et la Corée qu'il a annexée en 1910. Ce petit archipel, pendant plus de 250 ans renfermé sur lui-même, s'est lancé dans la folle aventure de la conquête mondiale. Mais derrière les façades modernes, les tensions bouillonnent déjà et Tokyo fourmille de monde. Les voitures occidentales modernes croisent les pousse-pousse traditionnels, les hommes dans la rue portent encore les kimonos pendant qu'au ministère on est déjà passé à la cravate. Tout change. Le pays se modernise, oui, mais pas vraiment de la même façon qu'en Occident. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrialisation du Japon n'est pas vraiment accompagnée d'une démocratisation réelle. C'est un système autoritaire centralisé autour de l'empereur, mais dans l'ombre, c'est l'armée qui tire les ficelles. Et pour beaucoup, la puissance militaire du pays est vraiment l'identité nationale. Pendant les années 1920, le Japon tente pourtant de jouer le jeu des puissances occidentales, participe à des négociations internationales, signe des accords navals, et s'ouvre timidement à certaines idées libérales. Mais tout ça vole en éclats en 1929. La crise économique mondiale frappe de plein fouet, les exportations s'effondrent, le chômage explose, la misère gagne les campagnes. Les petits paysans japonais déjà endettés souffrent dans la pauvreté, beaucoup mettent même fin à leurs jours. Et dans cette atmosphère d'humiliation silencieuse, une idée grandit, celle que seule la conquête peut sauver le Japon. Les militaires nationalistes, eux, n'en doutent pas. Pour eux, le Japon est le centre du monde asiatique. Un empire destiné à libérer l'Asie de l'influence occidentale. Derrière les discours d'égalité, c'est en réalité une domination japonaise qui se prépare. Une domination vue comme légitime, même presque sacrée. L'armée commence à prendre des décisions sans forcément l'autorisation gouvernementale. Il faut vraiment voir ça comme un pays où les militaires vont prendre une décision d'invasion étrangère sans en référer au ministre avant. C'est un peu comme s'ils étaient les seuls maîtres à bord, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer précisément en 1931. Cette année-là, l'armée japonaise provoque un incident ferroviaire près de Mukden en Mandchourie, un sabotage qu'elle attribue à des bandits chinois, sans aucune preuve. En réalité, c'est une mise en scène. Ce prétexte permet d'envahir toute la région qui est riche en ressources naturelles. La Société des Nations proteste, mais ne sanctionne pas vraiment, et le Japon quitte aussitôt l'organisation, claquant la porte à la diplomatie internationale. Dès lors, l'Empire n'écoute plus personne. À ce moment-là, il faut vraiment se dire que c'est le Japon qui quitte la scène du monde civilisé pour créer leur propre pièce, écrite et jouée par les militaires fanatiques. Et cette pièce de théâtre, malheureusement, va bientôt devenir réelle et devenir une vraie tragédie mondiale. De 1931 à 1936, le Japon poursuit sa militarisation, il réarme massivement, le budget militaire explose, l'empereur devient une figure quasi divine, l'éducation est réformée pour glorifier le sacrifice, dans les écoles on apprend aux enfants à mourir pour la patrie. Et en 1936, un coup d'état militaire échoue à Tokyo, mais il révèle une chose, l'armée n'a plus peur de défier le pouvoir civil. Elle est le pouvoir. Et l'année suivante, tout explose. Le 7 juillet 1937, près du pont de Marco Polo, aux abords de Pékin, une escarmouche éclate entre soldats japonais et chinois. Un incident mineur au départ, mais cette fois, aucun des deux camps ne recule. Le Japon lance alors une invasion totale de la Chine continentale. C'est plus vraiment une expédition punitive comme en Mandchourie, non, c'est vraiment une guerre, une vraie. Et elle va durer 8 ans. 8 ans d'horreur, de résistance, de massacre et surtout d'humiliation. Une guerre que beaucoup vont considérer comme le réel début et déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, c'est un peu trop tard. Le Japon a déjà pris sa décision et les dés sont jetés. Nankin, la descente aux enfers. 1937-1938. L'armée japonaise marche sur la Chine avec une rapidité vraiment fulgurante et stupéfiante. En quelques mois, ils marchent déjà sur Pékin. Puis s'ensuit le tour de Tianjin et de Shanghai. Et ils se dirigent ensuite vers Nankin, la capitale de la Chine nationaliste. Mais ce que laissent les soldats japonais sur leur passage, c'est pas vraiment une victoire stratégique. C'est vraiment un paysage d'horreur. À Shanghai, les massacres qui ont été commis étaient vraiment atroces. Là où ils pensaient pouvoir dominer la Chine en seulement quelques semaines, ils se sont trompés. La résistance était extrêmement forte et l'armée impériale vexée, frustrée, n'était vraiment pas prête à se laisser faire. Mais malheureusement, les règles de la guerre commencent peu à peu à être balayées et à mesure qu'elle avance, la défaite de la Chine semble de plus en plus concrète. Une fois sur Nankin, c'est plus vraiment une guerre, c'est vraiment juste un défilé de haine pure et simple. C'est une machine déshumanisée et peu à peu les soldats sont plus les premières victimes. Non, c'est vraiment les civils qui commencent à tomber un à un. Les enfants, les femmes, les vieillards, toute personne qui était incapable de s'enfuir suffisamment rapidement finissait par être exécutée par les militaires japonais. Le 13 décembre 1937, Nankin tombe. Et ce qui suit est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire moderne. Pendant plus de 6 semaines, les soldats japonais se livrent à des atrocités massives. Exécutions sommaires, viols en série,
pillages, incendies. Les hommes sont enterrés vivants, d'autres décapités pour l'entraînement à l'épée. Et même les enfants ne sont pas épargnés non plus. On a donné à tout ça le terme de massacre de Nankin, mais si vous voulez mon avis, c'est vraiment encore très loin de la vérité. La violence qui était produite était vraiment extrême, c'est même plus un massacre, c'est vraiment juste inhumain. Et d'ailleurs, les chiffres font vraiment froid dans le dos. On parle de 200 000 à 300 000 morts. Et des centaines de milliers de survivants traumatisés à vie. Et ce massacre, il est documenté. Les diplomates étrangers, les missionnaires, les médecins, tous témoignent. Et pourtant, pendant des années, le massacre a été nié, minimisé, voire totalement occulté dans l'histoire officielle du Japon. Un homme, John Rabb, membre du parti nazi profondément humaniste, oui, on est d'accord, c'est assez paradoxal, met sa vie en jeu pour protéger des civils chinois. Il organise avec d'autres occidentaux la zone de sécurité de Nankin, un périmètre civil dans lequel il essaie de sauver un maximum de vies. Grâce à eux, près de 250 000 personnes vont échapper à la mort. C'est paradoxal, c'est parfois ceux qu'on imagine être les pires personnes qui font preuve d'humanité dans les pires moments. Comme quoi, des fois, l'histoire n'est pas aussi simple, parce que John Rabb, qui était un nazi convaincu, a fini par sauver des milliers de vies. Les bouquins d'histoire simplifient un peu les choses, et la réalité est tout autre. Après, on peut se demander pourquoi les Japonais ont fait preuve d'autant de brutalité. Les historiens avancent plusieurs théories, la principale étant le racisme, tout simplement parce que pour les Japonais, c'était eux, les Asiatiques, supérieurs. Les Chinois étaient en dessous. Après, on y retrouve aussi l'endoctrination, tout simplement. Au Japon, dès l'école, on apprenait aux jeunes enfants que on doit mourir pour la nation, on doit tout faire pour la nation. C'est vraiment ne jamais reculer, ne jamais se rendre. Mourir s'il le faut. Donc forcément, tout ça, ça emmène pas mal de haine, surtout quand on sait que la formation militaire amplifiait ça de façon extrême. Mais le pire, c'est que c'est que le début. Après Nankin, l'armée japonaise continue à avancer sur le territoire chinois et devient de plus en plus chaotique, de plus en plus sauvage. Par contre, à mesure qu'elle avance, la guerre devient de plus en plus longue, de plus en plus coûteuse et de plus en plus incontrôlable. Mais la résistance chinoise, elle, ne faiblit pas. Ni du côté de Chiang Kai-shek, chef du parti nationaliste chinois, ni du côté des communistes de Mao Zedong, qui commencent à s'organiser dans des campagnes. Le Japon, de son côté, pensait contrôler rapidement la Chine, mais ils se retrouvent piégés et finissent par se confronter aux grandes puissances occidentales, et notamment aux États-Unis. Ce qui a commencé comme une guerre coloniale va bientôt se transformer en guerre mondiale, et le Japon ne le sait pas encore, mais ils sont enfermés eux-mêmes dans une spirale dont ils ne ressortiront jamais. Dites-vous que le massacre de Nankin reste encore aujourd'hui une plaie dans les relations sino-japonaises. Il y a beaucoup de Japonais qui refusent de croire à ça, qui pensent que tout a été exagéré, mais la vérité est tout autre, c'est vraiment arrivé, et le massacre était horrible. Il y a quand même des gens qui militent pour que le pays assume, reconnaisse leur tort là-dedans, même des années après, pour dire, voilà, on l'a fait, faut le reconnaître. Vers la guerre mondiale. Le déclenchement du conflit pacifique. 1939-1941. Mais alors que la guerre fait rage en Chine, un autre conflit éclate, cette fois en Europe. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Mais de l'autre côté du globe, le Japon, lui, s'en moque un peu et continue son avancée sur la Chine et commence même à regarder légèrement plus vers le sud, vers les colonies européennes. Il commence à regarder vers les Indes néerlandaises, vers les Malaisies britanniques ou vers les Philippines américaines. Tout ça dans un seul et unique but, les ressources. Le Japon est quand même assez pauvre en matières premières, il a ni pétrole, ni fer, ni caoutchouc. C'est vraiment dépendant du reste du monde pour ce point de vue-là. Donc la solution est très simple, quand on n'a pas ce qu'il faut, on va le chercher ailleurs. Et dans un temps de guerre, on ne demande pas vraiment la permission. Et c'est là que tout va basculer, parce qu'un conflit Japon-Chine, à la limite, les autres grandes puissances pourraient détourner le regard et laisser faire. Que là, le Japon va s'en prendre aux États-Unis et aux Britanniques. C'était vraiment la ligne rouge à pas franchir. À Tokyo, les discussions sont tendues. Le Premier ministre, le général Tojo Hideki, devient l'homme fort du régime qui prend la pire décision possible. Une idée quasi suicidaire pour le Japon de l'époque, détruire Pearl Harbor. Et pendant que les États-Unis seront à terre, lancer simultanément des offensives sur toutes les colonies occidentales de l'Asie du Sud-Est. Le 1er décembre 1941, l'ordre est donné. Le 7 décembre, 6 porte-avions japonais approchent furtivement les côtes d'Hawaï. Et à l'aube du 8 décembre, heure japonaise, le ciel au-dessus de Pearl Harbor se remplit d'avions. À 7h48 du matin, les bombes pleuvent sur les navires américains au mouillage. Les marins sont réveillés en sursaut, certains meurent dans leur sommeil. Les cuirassés Arizona, Oklahoma, West Virginia sont éventrés. Des avions explosent sur les pistes, la base est prise de court, c'est le chaos absolu. L'attaque a duré à peine 2 heures, mais elle aura provoqué un réel séisme mondial. 2403 morts du côté américain. Une flotte paralysée certes, mais surtout l'entrée officielle des États-Unis dans la guerre.
Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie, alliés du Japon via le pacte tripartite, déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis. La guerre du Pacifique est officiellement lancée, et elle sera loin d'être une guerre rapide, et encore plus loin d'être une guerre facile. Ce sera une guerre d'usure, de jungle, d'îles perdues, d'hommes poussés à bout d'eux-mêmes. Et pour l'instant, l'heure est à la victoire parce que pendant les quelques mois qui suivront, les Japonais enchaînent les succès. Hong Kong, Singapour, Philippines, Bornéo, Malaisie, Java. L'Empire s'étend à une vitesse fulgurante, mais derrière tout ça, le ver est dans le fruit. Parce que le Japon s'est lancé dans une guerre bien trop grande pour lui. Et surtout, il s'est mis à dos le pays principal producteur de pétrole et de fer. Le Japon vient vraiment d'allumer un incendie qui va enflammer tout le Pacifique. La guerre du Pacifique, l'engrenage de la destruction. 1942-1945. Après Pearl Harbor, la guerre s'intensifie rapidement, mais le Japon contrôle une vaste zone du sud-est asiatique à toutes les îles du Pacifique. Une guerre totale s'engage où chacune des îles est transformée en un champ de bataille. En 1942, la bataille de Midway, où les Américains ont réussi un espionnage hallucinant sur les Japonais, arrive à surprendre leurs troupes. En seulement quelques jours, 4 porte-avions japonais sont coulés, c'est le début de la reconquête américaine. Midway, c'est un peu comme le premier trou dans un mur en béton. C'est vraiment le Japon qui a avancé, sans peur, sans crainte, mais qui s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient quand même un peu friables. Les combats deviennent de plus en plus féroces. Guadalcanal en 1942-43 marque la première grande défaite terrestre des Japonais. Et après ça, les kamikazes apparaissent. Ces pilotes prêts à mourir en se jetant sur les navires ennemis. Signe du désespoir grandissant du Japon, la résistance devient fanatique, souvent désespérée. Cette guerre, c'est plus vraiment une guerre seulement de stratégie ou de territoire, c'est vraiment une guerre idéologique. Parce que pour les Japonais, s'ils perdent, c'est pas juste une défaite militaire, c'est vraiment la défaite de toute leur identité. En 1944-45, les combats gagnent les îles proches du Japon, Saipan, Iwo Jima, Okinawa. Chaque victoire américaine coûte cher en vie humaine. Mais l'armée japonaise recule inexorablement. Puis en août 1945 vient le coup de grâce final. Les bombardements atomiques. Hiroshima, Nagasaki. 2 bombes, 2 explosions dévastatrices, des dizaines de milliers de morts en un instant. La guerre est finie. Le Japon est vaincu le 15 août 1945 et le rêve impérial s'effondre. Mais avec tout ça, démarre une reconstruction lente sous la supervision américaine. Cette guerre qui avait commencé comme une quête de puissance et de ressources s'est transformée. C'est devenu quelque chose d'extrêmement brutal, d'extrêmement violent. Mais elle marque surtout la fin d'une époque et le début d'une reconstruction profonde pour le Japon. Les conséquences et l'héritage de la guerre. 1945 et au-delà. Quand la guerre s'est enfin calmée, le Japon était vraiment plus que l'ombre de lui-même. Hiroshima et Nagasaki, en plus de laisser des traces physiques, ont laissé des traces extrêmement profondes dans l'âme de tous les Japonais. Le pays entier doit se reconstruire, et pas seulement les bâtiments, vraiment toute son identité et surtout toutes ses relations politiques internationales. La période d'occupation américaine marque une rupture sans précédent. Le général MacArthur impose de la paix et de la démocratie. L'empereur Hirohito devient vraiment un symbole de paix, un pont entre la tradition et la modernité. Et c'est quand même assez fou de se dire qu'un peuple peut se réinventer autant que ça en si peu de temps, parce que c'était vraiment une nation militarisée qui est devenue un symbole de la paix mondiale en quelques années. Donc même si le chemin était jonché de souffrance et de cadavres, on peut quand même saluer l'exploit. Mais paradoxalement, la guerre a aussi propulsé le Japon vers une modernisation très rapide. Le besoin de reconstruire a poussé une industrialisation massive. En quelques décennies, le Japon passe du chaos à l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Le Japon aujourd'hui, avec ses technologies, sa culture et sa place dans le monde, porte encore quand même pas mal les cicatrices de toute cette guerre. Mais malgré tout ça, ils ont tiré une leçon de ce passé et ils ont choisi la paix. Ils ont choisi d'offrir un exemple de reconstruction d'un pays. Le conflit sino-japonais et la guerre du Pacifique restent des éléments clés de l'histoire de l'Asie et ils permettent surtout de comprendre actuellement les raisons des ententes ou des accords internationaux dans ces pays. C'est vraiment une histoire de conquête, de destruction, mais aussi et surtout de résilience. Bon, en tout cas, je te laisse me dire dans les commentaires ce qui est bon à tirer de tout ça, parce qu'il y a toujours du bon à tirer dans les situations, au moins une leçon. Ça se trouve, tu auras quelque chose à laquelle j'aurais pas pensé, donc j'aurais peut-être pas parlé dans cette vidéo. N'hésite pas non plus à lâcher l'abonnement, le like et la cloche. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera un peu plus chill que celle-ci. Ciao.